Pendant des années, le sucralose a été présenté comme une alternative idéale au sucre. Sans calories, stable et surtout sans danger pour la santé. Cet édulcorant artificiel que l'on retrouve dans une multitude de produits du quotidien comme les sodas, les confitures en passant par les compléments alimentaires semblait être une solution idéale pour satisfaire notre goût pour le sucré sans les inconvénients du saccharose. Mais aujourd'hui, des études scientifiques viennent remettre en question cette image rassurante. Des recherches récentes suggèrent que le sucralose pourrait avoir des effets insidieux sur notre organisme, allant de la production de composés toxiques à des perturbations du métabolisme, de la digestion et même de l'immunité. Alors, que savons-nous vraiment de cet additif omniprésent ? Si comme moi vous investissez sur votre santé et que vous consommez des compléments alimentaires comme de la whey aromatisée, vous souhaiteriez sans doute savoir si la présence de cet édulcorant peut ou non représenter un problème. Regardons donc ensemble ce que j'ai relevé des dernières données scientifiques afin de démêler le vrai du faux et statuer sur la dangerosité potentielle du sucralose. Mais avant d'aller plus loin, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien de mon canal Telegram. J'y partage notamment des contenus qui entretiennent la quête de notre propre bien-être avec davantage de spontanéité que je ne puisse le faire sur YouTube. Ce canal va vous permettre entre autres de participer au choix des thématiques abordées dans les prochaines semaines. L'idée étant de vous produire des contenus qui vous intéressent et sur lesquels je partagerai les résultats de mes recherches. Ceci étant dit, revenons au sujet du jour. Le sucralose est un édulcorant artificiel qui doit son existence à une découverte presque accidentelle. En 1976, des chercheurs britanniques à la recherche de nouvelles applications industrielles pour le sucre de table, le saccharose, en ont modifié sa structure chimique. En remplaçant 3 groupes hydroxyle par des atomes de chlore, ils ont créé une molécule radicalement différente, incapable d'être métabolisée comme une source d'énergie par notre corps. Résultat, 0 calories, mais un pouvoir sucrant impressionnant, environ 600 fois supérieur à celui du sucre classique. Cette particularité repose sur la façon dont le sucralose interagit avec les récepteurs gustatifs de la langue, amplifiant la sensation de douceur sans apporter les calories associées. En apparence, une aubaine pour les personnes cherchant à limiter les calories sans se couper des sensations gustatives du sucre. Aujourd'hui, le sucralose, identifiable sous le code E955 sur les étiquettes, est partout. On le trouve dans les boissons gazeuses, les jus de fruits, les céréales du petit déjeuner, les yaourts, les viennoiseries, les sauces industrielles, les conserves, les bonbons, les compléments alimentaires et même certains médicaments. Sa popularité tient à sa stabilité. Il résiste apparemment bien à la chaleur et aux variations de pH. Son goût est agréable et dénué de l'arrière-goût métallique de certains autres édulcorants comme l'aspartame ou la saccharine. Les autorités sanitaires ont donné leur feu vert à l'utilisation du sucralose dans de nombreux pays. En Europe, l'EFSA a fixé une dose journalière admissible de 0 à 15 mg par kilogramme de poids corporel. Concrètement, une personne de 60 kg pourrait ingérer jusqu'à 900 mg de sucralose par jour sans dépasser cette limite. Aux États-Unis, la FDA se montre plus prudente avec une dose journalière admissible de 5 microgrammes par kilo de poids de corps, soit 300 mg pour une personne du même poids. Ces seuils, établis il y a quelques années, reposaient sur l'idée que le sucralose traversait l'organisme sans être transformé ni absorbé. Mais est-ce vraiment bien le cas ? Longtemps, les fabricants et les régulateurs ont affirmé que le sucralose était biologiquement inerte. Ingéré, il passait dans le système digestif, puis était éliminé tel quel dans les urines et les selles. Cette stabilité apparente a participé pleinement à son approbation. Pourtant, des recherches récentes racontent une toute autre histoire. En 2018, une équipe de l'Université de Caroline du Nord a administré à des rats une dose élevée de sucralose, 80,4 mg par kilo et par jour, et ce pendant 40 jours. En analysant leurs excrétions, les scientifiques ont détecté 2 métabolites qui sont des sous-produits issus d'une dégradation chimique du sucralose. Cette découverte a été une surprise. Non seulement le sucralose n'était pas aussi stable qu'on le pensait, mais il se transformait bel et bien dans l'organisme. Plus troublant encore, ces métabolites persistaient. 11 jours après l'arrêt de l'exposition, ils étaient encore présents dans les urines et les selles. Et 2 semaines plus tard, on en retrouvait des traces dans les tissus graisseux des rats. Parmi ces métabolites, le sucralose 6-acétate a attiré l'attention des chercheurs. Afin d'en savoir plus, ils ont exposé des cellules sanguines humaines à ce composé in vitro. Les résultats ont été alarmants. Le sucralose 6-acétate s'est révélé génotoxique, c'est-à-dire capable d'endommager l'ADN. Ces lésions génétiques, si elles ne sont pas réparées par les mécanismes cellulaires, peuvent augmenter le risque de mutation et à terme de cancer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce composé toxique n'est pas uniquement produit par notre corps après l'ingestion.
Il est déjà présent dans le sucralose commercialisé comme une impureté issue du processus de fabrication. Des analyses sur des produits disponibles dans le commerce ont montré que le sucralose contient jusqu'à 0,67% de sucralose 6-acétate. Cela peut sembler minime, mais prenons un exemple concret. Une boisson énergisante de 57 ml contenant 114 mg de sucralose renfermerait environ 763 microgrammes de ce métabolite. Or, les autorités européennes de la santé fixent un seuil de tolérance pour les substances génotoxiques de 0,0025 microgrammes par kilo et par jour, soit 0,15 microgrammes pour une personne de 60 kg. Avec une seule boisson, on dépasse donc largement cette limite, ce qui pousse certains experts à réclamer une révision des normes actuelles. Les substances génotoxiques sont surveillées de près car elles peuvent favoriser l'apparition de cancers. Pour l'instant, les autorités sanitaires ne classent pas le sucralose comme cancérigène, mais des études sur des animaux soulèvent des interrogations. Une équipe italienne a observé une hausse des tumeurs malignes, notamment des cancers du sang, chez des souris mâles exposées à des doses variables de sucralose tout au long de leur vie. Si des critiques méthodologiques sont venues discréditer les résultats de cette étude, une autre recherche sino-américaine a pour autant renforcé ses soupçons. Chez des souris souffrant d'une inflammation intestinale similaire à la colite, le sucralose a amplifié le développement de tumeurs colorectales en présence de substances cancérigènes, les tumeurs étant plus nombreuses et plus grosses que chez les animaux non exposés. En introduction, je vous disais que le sucralose est souvent vanté pour sa résistance à la chaleur, mais cette qualité pourrait être toutefois nuancée. Lorsqu'il est chauffé à plus de 120 degrés Celsius, comme dans une poêle, un four ou lors de procédés industriels, il se dégrade et libère des atomes de chlore. Ces derniers peuvent réagir avec d'autres composés alimentaires pour former des substances toxiques comme les chloropropanols ou les dioxines, des polluants organiques persistants connus pour leurs effets nocifs. Si certains travaux financés par le fabricant de Splenda, une marque très utilisée parmi les compléments alimentaires, minimisent ce risque en conditions réelles, des doutes subsistent toutefois. Ce problème concerne aussi les e-liquides des cigarettes électroniques contenant du sucralose. Pour faire simple, la vaporisation pourrait générer des composés chlorés dangereux pour les poumons. Au-delà des composés toxiques, le sucralose semble interférer avec des fonctions essentielles de notre corps. Des études sur des cellules des animaux et des humains révèlent des effets préoccupants sur la digestion, le métabolisme et le système immunitaire. Selon l'équipe de Caroline du Nord, en plus de son action sur l'ADN, le sucralose 6-acétate endommage les jonctions serrées de la muqueuse intestinale, qui sont, je le rappelle, ces structures qui maintiennent l'étanchéité de la paroi digestive. Une fois altérée, elle laisse passer des substances indésirables dans le sang. C'est ce que l'on appelle la perméabilité intestinale. Et cette fuite est associée à des maladies comme la maladie de Crohn, le diabète de type 1 ou encore la sclérose en plaques. De plus, l'intestin abrite des milliards de bactéries qui forment le microbiote, un écosystème clé pour notre santé. Or, le sucralose semble perturber cet équilibre. Une étude a suivi des volontaires consommant 48 microgrammes de sucralose par jour et pendant 10 semaines. Et résultat, une multiplication par 3 des bactéries Blosia cocoïdes et une diminution des Lactobacillus acidophilus, ces dernières étant essentielles à une bonne digestion. Chez des souris modèles de la maladie de Crohn, l'édulcorant a favorisé une prolifération d'Escherichia et une inflammation accrue, suggérant que les personnes atteintes de maladies inflammatoires intestinales pourraient être particulièrement vulnérables. Revenons au postulat initial d'un des avantages du sucralose, sa dimension acalorique. On pourrait croire qu'un édulcorant sans calories aide à contrôler son poids. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Une étude a comparé les effets de l'eau, d'une boisson sucralose et d'une boisson au sucre sur le cerveau. Chez les femmes et les personnes obèses, le sucralose a stimulé les zones cérébrales liées à l'appétit, les incitant à consommer davantage de calories ensuite. Par ailleurs, des essais cliniques montrent que l'édulcorant augmente les niveaux de glucose et d'insuline dans le sang, même à faible dose. À long terme, cette surproduction d'insuline peut réduire la sensibilité des cellules à cette hormone, ce qui constitue un facteur de risque du diabète de type 2. Les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Une étude de 292 nouveau-nés a révélé que ceux dont les mères consommaient beaucoup de sucralose, soit plus de 36 mg par jour, avaient un poids plus élevé à la naissance, avec des marqueurs inflammatoires et insuliniques également plus élevés. Identifiés, ce sont clairement des signes avant-coureurs de troubles métaboliques. Quant à l'immunité, une étude dans Nature a montré que des doses élevées de sucralose chez la souris freinent l'activité des lymphocytes T, affaiblissant leur défense contre les infections et les tumeurs, bien que cela réduise également les réactions auto-immunes. Et maintenant, que pouvons-nous en conclure ?
Le sucralose, longtemps vu comme un allié inoffensif, soulève aujourd'hui des questions sérieuses. De sa capacité à générer des composés toxiques à ses effets sur la digestion, le métabolisme et l'immunité, les indices s'accumulent pour appeler à la prudence. Si les doses utilisées dans certaines études dépassent la consommation courante, elles mettent en lumière des mécanismes qui pourraient à terme poser problème. Face à ces incertitudes, le principe de précaution invite à limiter son usage en attendant que la science tranche définitivement. En attendant, que pouvons-nous dire ? Ce doux substitut du sucre n'est peut-être pas aussi anodin qu'il n'y paraît. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur mon canal Telegram en lien dans la description. Partagez cet épisode si celui-ci peut être apprécié par d'autres et surtout, portez-vous bien.